Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Philippe Val. Bonjour Philippe Val. Bonjour Alors, Valérie. je prends mon élan, journaliste, chroniqueur, humoriste, écrivain, chanteur. J'ai été. Ah, vous avez été J'ai chanteur. été chanteur. Vous mettriez quoi sur votre passeport, comme on disait à l'époque, quand il y avait la profession? Je suis écrivain hein, depuis Ouais. toujours, depuis que je suis gosse. J'écris, c'est la base. Tout ce que j'ai fait après, dans la chanson, dans le journalisme, en réalité, je vivais de ce que j'écrivais. La base, c'était... C'est l'écriture. C'est l'écriture. Depuis que j'étais petit, quoi, j'écrivais. Tu finiras clochard comme ton Zola était paru aux éditions de l'Observatoire. Oui. Et c'était un livre formidable dans lequel vous racontiez votre enfance, votre parcours. Et là, vous publiez le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. C'est toujours aux éditions de l'Observatoire. Alors très futile, mais notre ami Gérard Collard, le libraire, il aime bien s'attarder aux couvertures. Pourquoi cette couverture violette avec un titre rose? J'imagine qu'il y a un message quand même derrière ça. Il y a un message, oui et non. Je voulais que ça soit d'abord un livre qu'on a envie de regarder longtemps, pas simplement à consommer rapidement. On a cherché des couleurs agréables, tout simplement. C'est réussi. Oui, voilà, je pense que la couverture est belle, ni viriliforme, ni gnangnan. Mais il représente assez bien ce qu'on trouve dans le livre. Voilà, c'est ça. C'est qu'à la fois il y a du dur, un peu comme ce violet, et puis il y a beaucoup d'humour évidemment, puisque vous avez dirigé Charlie Hebdo, faut-il le rappeler. Vous avez été chansonnier, donc il y a énormément d'humour, il y a beaucoup d'esprit évidemment, et ce rose fait un petit peu le côté un peu plus léger. D'ailleurs, le premier article de votre dictionnaire, c'est A. Oui. A-A-H. Je pense que c'est une position philosophique très... Ouais. Pour moi, c'est très important. On doit faire A. Alors, le A, c'est à la fois le comique, le tragique, c'est la surprise, c'est la capacité d'émerveillement. La déception. Ou la déception, absolument. Ce que vous racontez. Avant le jugement. Avant même le jugement moral, avant le bien, le mal, enfin, et toute la mascarade de ce qu'on dit de nous-mêmes quand on parle des choses. C'est le A d'abord. Et je pense que ce A est très précieux. On doit garder cette capacité de s'étonner devant le comique ou le tragique de la vie. Et voilà, j'ai travaillé un peu là sur la question. C'est le thème du livre. C'est le thème du livre, c'est ça. C'est le hasard. C'est ce qui fait notre vie, ce dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Vous avez choisi aussi ce titre, un monde sans Dieu. C'est important de préciser peut-être pourquoi vous avez voulu. Alors d'abord, c'est le guide du livre. En plus. Oui, c'est pas pour dire que les athées sont plus malins que les croyants ou meilleurs ou de meilleures personnes. Il y a des athées qui sont des abrutis et des croyants qui sont des gens admirables. Mais moi, je fais le choix. Contrairement à Pascal, bien que j'adhère à sa vision du monde, pour travailler sur ce livre, j'ai beaucoup relu, notamment Pascal, mais je fais le choix d'un monde sans Dieu parce qu'il nous oblige à être un peu athlétique, à avoir une sorte de joie de vivre, au-delà même de la perspective de la mort. C'est-à-dire de cultiver en nous une curiosité constante qui nous fait échapper en quelque sorte à la tyrannie de la mort pendant la durée de notre vie. Et c'est quand même le fond du livre, c'est-à-dire un monde qui est bordé par deux néants et qui est le fruit du hasard. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit la science au fil des siècles, depuis les premiers esprits scientifiques grecs jusqu'à Darwin et Einstein, etc. En réalité, nous n'avons rien d'autre pour expliquer l'univers que le hasard. Et notre vie est une vie de hasard. Certains n'y voient pas du hasard. Certains y voient un destin. Certains y voient un être suprême qui juge de tout cela. Mais à qui on aura des comptes à rendre, etc. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il faut juste essayer de vivre pleinement là notre vie. Surtout, il y a un passage, alors je ne sais plus où c'est, parce qu'il y a tellement de choses dans le livre que j'ai noté. Il y a 3000 dieux dans le monde. C'est moi qui n'ai pas éteint mon portable. Il y a 3000 dieux dans le monde, c'est ça ? C'est ça. Et donc,
Être athée, c'est ne pas croire à... Par exemple, c'est un journaliste qui disait ça à Ricky Gervais, mais vous êtes quand même athée, mais moi je suis croyant. C'est un journaliste très intéressant de la BBC d'ailleurs. Il lui dit, mais comment vous faites? Vous ne croyez pas? Il dit, c'est très simple, vous croyez pas à 2999 Dieu, voilà, et moi c'est pareil, plus un. Voilà. Vous dites que ce livre... Et un de mes maîtres, Ricky Gervais. Bah oui, vous le citez beaucoup, ouais. j'ai découvert, pour tout vous dire, n'a qu'un but modeste, te convie à une promenade dans le jardin extraordinaire de cette réalité que déjà le sage Ulysse préférait aux brumes de la magie. Mais vous dites également dans cet avant-propos que croire est plus facile que de ne pas croire. Oui, j'ai mis beaucoup de temps on met beaucoup de temps à ne pas croire. Ouais. D'entrée de jeu, quand on est la pente naturelle de l'âme humaine est de croire. Ouais. Et à ses risques et périls. On l'a vu ces derniers temps. Voilà, c'est ça. Le plus facile, c'est de croire. Ne pas croire, ça demande beaucoup de travail et de réflexion. Un effort, c'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression que le monde dans lequel on vit a été créé. Donc c'est contre-intuitif de ne pas croire. Mais ça paye. Disons que... Ça paye à quel niveau? Disons que... Intellectuellement il y a une énergie, on est obligé d'avoir en soi une énergie... qui n'est pas désagréable aussi, tu vois, ça peut te donner quelques satisfactions. Du questionnement. Voilà. Alors ce dictionnaire, vous le dites, hein, il s'inspire du dictionnaire portatif de Voltaire. Oui, du dictionnaire philosophique portatif. Voilà. Ouais. Et alors les entrées sont évidemment dans la forme. Dans la forme, absolument. Mais les entrées sont surprenantes, étonnantes. Comment vous avez travaillé sur vous êtes attablé en prenant l'alphabet et en réfléchissant à chaque fois où vous avez au contraire pris des concepts qui vous intéressaient? J'ai pris parce que ça va de voile islamique à Wikipédia, en passant par écriture inclusive, complotisme. Il y a des choses très différentes. Oui, et des choses que Voltaire n'aurait pas pu traiter. Bon, voilà. Réseaux sociaux, il n'aurait pas pu le traiter. Voilà. Et transgenre, je pense que ça lui serait pas venu à l'idée. Mais j'ai pris des concepts qui m'intéressaient, dont je pensais qu'ils racontaient quelque chose de notre monde. À chaque fois qu'un mot raconte quelque chose de notre monde, quelques noms propres aussi, mais très peu. Très peu, Zola, Nicolas Hulot. Oui, il y a Edgar Morin aussi. Edgar Morin, oui. Mais le pauvre. Oui. Oui. Martin Luther King. Martin Luther King, oui. Mila, voilà. Et donc, sinon, ce sont des noms communs et les noms propres dont je parle sont l'occasion de philosopher en quelque sorte sur notre réalité, sur la réalité de notre monde. C'est comme ça que je les ai choisis et ils se sont classés dans l'arbitraire de l'ordre alphabétique. Et je voulais que ce livre puisse se lire de façon verticale, en choisissant les mots au hasard, ou en picorant dedans, mais qui puisse aussi se lire de façon horizontale, comme un essai. Parce qu'il y a une pensée qui se développe là. C'est comme ça que moi c'est comme ça que je l'ai lu, parce que quand on commence à le lire, en fait, on tourne les pages et ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. On n'a pas du tout on n'a pas forcément la volonté d'aller voir après. C'est-à-dire que c'est assez curieux, ça m'a frappé, parce qu'un dictionnaire, en général, on le prend, on l'ouvre, on va voir. Et là, ça s'enchaîne et il y a une logique, effectivement, dans chacun de ces articles. Mais pourquoi Nicolas Hulot? Non, parce que il y a une précision qui était avant. L'entrée a été rédigée avant que ces problèmes d'harcèlement sexuel a été mis sur la place publique, mais simplement parce que je pensais que c'était une pensée très vide et qui longtemps a attiré beaucoup d'intérêt de la part de gens. Enfin, je pensais que c'était un modèle. Alors, j'ai rien contre Nicolas Hulot personnellement, je le connais pas et je m'en fiche, mais quand je l'entendais parler, j'entendais une telle vacuité et je voyais tellement de gens s'intéresser à cette vacuité que je me disais, mais ils osent se mettre à penser là.
Et qu'en est-il des gens qui n'ont même pas de maître à penser? Ça en dit long sur le problème que pose l'éducation nationale. Oui, c'est un petit aspect du problème. Wikipédia, moi j'ai beaucoup aimé tout cet article parce que ça commence par Wikipédia, réseau de dénonciation en ligne dont la forme est celle d'une encyclopédie universelle disponible gratuitement partout et pour tous. Et on ne prend pas la mesure effectivement de ce qu'est Wikipédia. C'est une catastrophe. Et du mal que ça peut engendrer. Ah oui, c'est un vrai problème Wikipédia parce que moi je pense qu'on devrait absolument interdire que des gens qui n'ont pas morts depuis au moins 50 ans apparaissent là-dedans. Ouais. Parce que c'est très nuisible aux vivants. Alors évidemment, si vous regardez Louis XI, les historiens corrigent, on va voir un portrait de Louis XI avec les bonnes dates, il s'est marié avec Machine, il a fait la guerre à Charles le Téméraire, etc. Bon, ok. Mais si on regarde des gens vivants, c'est des opinions, ça n'est plus des faits. Et ça détruit toute surprise quand si vous allez à un rendez-vous d'embauche ou si vous faites des reportages à l'étranger, il y a encore 30 ans, vous arriviez dans l'innocence. Tandis que là, les gens que vous contactez, même au plus lointain à l'étranger, ils savent déjà qui vous êtes ils croient savoir qui vous êtes parce qu'ils ont lu votre fiche Wikipédia qui, par exemple, en ce qui me concerne, est diffamatoire. Mais il y a des gens qui ont essayé de la changer, mais c'est revenu immédiatement. Voilà, elle est malveillante. Et je pense que, et je le dis, mais vraiment, c'est un exemple parmi d'autres, ma fiche. Il y en a plein. Il y en a plein. Je suis pas en train de pleurnicher, j'en ai rien à foutre. Bourré de conneries. Bourré de conneries, de choses malveillantes, c'est tendancieux. Mais la fiche d'Hitler est plus objective. Vous voyez ? Parce que... Elle est plus objective et moins malveillante. Moi, j'ai vérifié. Hein. Alors, et je disais, il y a énormément d'humour complotiste, se dit d'une personne qui se croit plus intelligente que la réalité. L'exemple célèbre, le plus récent, s'observe lors des attentats du 11 septembre. C'est une manière aussi de traverser ce livre, tout ce qui... tous les... Comment je vais dire tous les travers de notre société. Et ses beautés aussi. Et ses beautés, mais moi j'ai retenu ça parce qu'il y a énormément d'ironie aussi. Oui, mais il y a, quand vous évoquez Céline, l'œuvre et l'art, différencier l'œuvre et l'artiste, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont des sujets qui sont au cœur de la société. Oui, oui. D'ailleurs, Céline, je différencie l'œuvre de l'artiste, mais je déteste les deux. Donc, j'aime pas les deux, mais je dis pourquoi. Enfin, c'est pas simplement. J'essaye la littérature prend une place énorme dans ma vie, j'imagine, comme dans la vôtre. Enfin bon, et il y a des raisons objectives pour lesquelles on aime un auteur ou on l'aime pas. Et là, en dehors du fait que la personne antisémite qui a dénoncé des juifs pendant la guerre, qui a été un collaborateur actif, tout ça, bon, évidemment, il n'est pas aimable, mais son texte, si vous voulez, ne me plaît pas dans la mesure où je l'ai lu. J'ai lu Céline quand j'avais 20 ans. Enfin, j'ai lu pratiquement tous ses livres. Mais quand je lis un livre de Céline aujourd'hui, que j'essaye, parce qu'on me dit, mais relis Le Voyage, tu vas voir, c'est un chef-d'œuvre. Quand j'ouvre ce livre, je relis le même livre que j'ai lu quand j'avais 20 ans. Donc, il me tombe des mains. Tandis que quand je lis Proust ou Un amour de Swann, que j'ai lu 3-4 fois, à chaque fois, c'est un livre différent. Moi, j'aime les artistes qui écrivent des livres qui changent avec le lecteur. C'est très joli. L'entrée la plus courte, c'est Nuit debout, contraire de Lumière debout. Bah oui. Voilà. Donc c'est évidemment, il y a évidemment aussi les thèmes autour de la religion, de la radicalisation. Mila, vous évoquez, parce que ce sont évidemment des thèmes là aussi qui sont... Comme c'est un livre de philosophie d'un monde sans Dieu, je pense que le croyant radical, le radicalisé, qui va jusqu'à commettre des délits ou des crimes, de terrorisme, c'est quelqu'un qui en réalité n'a pas une foi... non. Et il a une foi merdique, il croit pas. Je pense qu'il croit pas... Il fait tout ce qu'il faut pour croire, mais il n'y arrive pas et ça le rend très violent. Je pense que c'est des mauvais croyants. Parce que le croyant tranquille avec sa foi, il a besoin de tuer personne, il s'en fout que d'autres insultent son Dieu, du moment que lui, il l'adore. Voilà, il ne demande pas de compte aux autres. Ceux qui demandent des comptes aux autres, ce sont des types qui ont
qui en réalité n'arrivent pas à croire comme ils voudraient croire. En réalité, sont des impuissants en quelque sorte. Vous allez encore vous faire des amis, mais vous avez l'habitude. Oui, non, mais je pense que c'est une réalité. Voilà, ils ont un problème. Le prosélytisme n'est pas un signe de conviction personnelle. On a envie d'emmerder le monde, mais on sait très bien qu'on les fera pas croire en les obligeant. Donc on fait quelque chose auquel on ne croit pas soi-même. Enfin... Il y a un auditeur qui dit: est-ce que vous avez fait un chapitre sur vous, Philippe? Que diriez-vous de vous? Alors il y a une entrée. Oui, j'ai fait une entrée qui s'appelle moi. Voilà, je suis dessus, c'est ça. Moi, pronom personnel qui, lorsqu'il est substantivé, désigne ce qu'un individu croit être. Alors là, je cite une phrase à chaque fois, mais ça, évidemment, l'article se déroule sur plusieurs pages, et donc vous décrivez, vous parlez de vous effectivement dans ce moi. Oui, d'ailleurs, je pense que le moi, en réalité, n'existe pas. Y a pas de le moi bonheur n'est pas dans le moi. Non, le bonheur n'est pas dans le moi. C'est une société qui est dans le moi. Oui, oui, voilà. Pascal disait le moi est haïssable, et je dis dans mon bouquin, il exagère. Le moi n'est juste pas intéressant. Ouais. Voilà, je pense que c'est pas intéressant. Oui, sauf qu'on est dans une société du moi, une société du moi hypertrophié, du moi hypertrophié, de l'identité, du moi, voilà, ma gueule, mon histoire, mes origines, d'où je viens, ma sexualité me définit. Tout ça, rien de tout ça ne nous définit en réalité. C'est on est fait de petits bouts de choses qui sont mouvantes. Le moi n'existe pas en tant que chose stable, mais par contre, j'ai l'impression qu'on change tout le temps. Tout à l'heure, on est rentré dans le studio, on est déjà plus les mêmes, même si c'est un petit peu changé, même si c'est pas beaucoup. Mais tout à l'heure, on ira à la boulangerie, on sera encore différent avec notre boulanger. Et après, vous voyez, c'est ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on est au moment où on l'est. Et d'en profiter. Profiter, mais notre identité profonde, qu'est-ce que c'est? C'est rien, ça n'existe pas vraiment. C'est des histoires qu'on se raconte, c'est des fictions. Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, c'est passionnant, drôle, intéressant. Moi, je me suis régalée. C'est aux éditions de l'Observatoire. Philippe Val, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Et puis, lisez, tu finiras clochard comme ton Zola. Moi, j'avais beaucoup aimé ce récit que vous aviez fait de votre parcours, de votre vie, de votre passion pour les livres. Merci Philippe Val. Merci, on se retrouve Valérie. dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.